Une de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Lundi 8 juillet 8 août 2016, bonjour et bienvenue dans cette émission, la tribune de l'actualité plus, l'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Initialement programmé au 4 août, l'opposition avait différé sa marche au 10 août, c'est-à-dire après-demain. Aux dernières nouvelles, on apprend que la marche est liée désormais à la présence physique du chef de l'État à Conakry. Pourquoi cette décision des leaders de l'opposition républicaine? Aboubakar Silla, qui en est le porte-parole, il sera tout à l'heure en direct dans cette émission. Et puis derrière, nous allons appeler Mohamed Sitan Sissé. Il est membre de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel. L'invité ici, dans ce studio, sur ce plateau, comme vous le voyez sur le petit écran d'Africa Today Télévision, c'est bien Ibrahima Mbari. Il est président de l'Union pour la gouvernance participative. UGP en abrégé, un parti qui existe depuis janvier 2016. Avec lui, il sera question justement de sa formation politique, les points de convergence, mais aussi de divergence avec les autres formations qui existent sur le terrain. On terminera par une lecture de l'évolution de la situation sociopolitique du pays. Monsieur Barry, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, monsieur. Approchez-vous du micro, bonjour. Bonjour, monsieur Condé. Bonjour, monsieur Kawa. Bonjour. Oui. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour, Aboubakar Condé. Bonjour à monsieur Barry. Bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Ah oui, quand un Condé trébuche au début, le Kamara se réjouit. Mais c'est là que partie remise. La mise en onde côté radio est assurée par le seul baga de l'équipe, Aboubakar Amibab. 45 sur Chéri FM Guinée. Je vous l'annoncer à l'entame de cette émission. L'invité ici dans ce studio et sur ce plateau, Ibrahima Mbari, il est président de l'Union pour la gouvernance participative, IGP en abrégé, un jeune parti qui existe depuis janvier 2016. Avec lui, sur la question justement de sa tendance politique, ses points de convergence et de divergence avec les autres formations politiques qui existent déjà sur le terrain. Et puis nous allons terminer par l'analyse de la situation sociopolitique du pays. Analyse, ce commentaire de Daouda Mohamed Kamara est en phase avec la vision du jeune leader qui est devant nous ce matin, Ibrahima Mbari. Vous décidez de vous lancer en politique, pour quelle raison, monsieur Bari? Merci, monsieur Condé. Merci, monsieur Kamara. Je vous remercie davantage. Je salue vos auditeurs et auditrices de cette grande radio. C'est un devoir. Je suis très heureux d'être invité aujourd'hui. Je vous remercie pour cette invitation. En fait, je suis guinéen. Tout comme nous, hein? Je me sens patriote dans ce pays. J'ai vraiment un esprit patriotique qui m'a poussé avec mes collègues, pas seulement moi, parce que je voudrais éviter le moi ici, et qui nous a obligés de se retrouver autour de cette formation politique pour véhiculer un message. Le premier, c'est de la paix. Et le second, le développement de ce pays. Donc on dirait qu'on a tant entendu, mais qu'on sache que à l'IGP, nous sommes décidés d'amorcer de façon constante, dynamique, un élan de développement dans ce pays. Mais je dirais que c'est vrai, nous pouvons œuvrer pour beaucoup de choses. Pour les auditeurs qui suivent aujourd'hui, certains me connaissent. Ils savent que je suis très battant, très constant dans mes propos, dans mes projets. Et je suis de la société civile depuis longtemps. J'ai beaucoup milité dans la société civile. J'ai eu à diriger beaucoup de mouvements sociaux dans ce pays. J'ai été à la tête d'une fondation, la Fondation Obama pour la bonne gouvernance en Afrique. Et j'apparais rarement au niveau des médias. C'est peut-être un défaut, il faut le reconnaître, parce que les médias, c'est vous qui lancez, c'est vous qui faites la promotion, c'est vous qui créez la visibilité. Mais qu'on sache qu'au-delà de ça, je me sens patriote parce que à très jeune âge, j'ai décidé de créer une université privée. Ça a été difficile à l'époque au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, parce que vu mon âge, on disait, bon, écoutez, un jeune comme toi, est-ce que tu pourrais créer une université? Mais j'avais mon professeur à mes côtés, un professeur agrégé, un professeur qui m'a soutenu, qui a été recteur et qui est recteur jusqu'à présent de cette institution universitaire.
Donc, pour moi, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Alors, si on se sent guinéen, on aime ce pays, on a une plateforme sur laquelle on peut se retrouver de façon réglementaire, de façon juridique et constitutionnelle, comme un parti politique, pourquoi ne pas s'ériger en parti politique avec des personnes dont vous avez la même conviction pour pouvoir contribuer au développement de votre pays. Voilà la raison fondamentale. Oui, la raison fondamentale, même si moi je ne suis pas totalement satisfait de cette motivation. Vous dites que vous avez appartenu à la société civile, à beaucoup de mouvements de la société civile. Aujourd'hui, vous êtes fondateur d'une école, d'une université du pays. Et vous, aujourd'hui, votre combat, c'est comment cultiver la paix, comment cultiver le développement, comment promouvoir le développement dans notre pays. Est-ce qu'une manière de dire que c'est forcément par la politique que vous pouvez atteindre cet objectif? Non, ce n'est pas obligatoire. Mais vous savez, quand tu veux être décideur, c'est différent d'être acteur. Je suis acteur économique, mais je ne suis pas un décideur économique. Et la Constitution nous confère la légitimité de faire partie d'un parti politique. Parce que participer à un parti politique est un droit constitutionnel. C'est l'article 23 qui le dit. Donc l'article 23 nous donne le droit d'être dans un parti politique pour pouvoir conquérir et gérer le pays. Ou bien. Donc c'est cette légitimité que nous souhaitons aujourd'hui. Parce que sans une formation politique, on ne peut pas être décideur politique. Et quand on n'est pas décideur politique, ce serait difficile d'assurer un leadership que nous voulons. Mais quand tu es acteur, tu es obligé d'être soumis à la réglementation. Donc aujourd'hui, nous voulons assurer un leadership qui pourra nous permettre de véhiculer notre façon de gouverner, notre façon de gérer. Parce mais est-ce qu'avec toutes ces explications, tous ces détails, vous n'êtes pas en train de rouler dans le cercle du mot que vous avez rejeté tout à l'heure, le moi? Il faut moi, avec le leadership, pour pouvoir atteindre cet objectif. Vous savez, quand on parle de leadership, le leadership est différent d'un chef. Un leader, c'est celui qui décide avec l'ensemble de ses membres. Le leadership n'est qu'une directive qu'on donne. Mais c'est le nous qui prédomine en matière de leadership. Vous le connaissez autant que moi. Donc moi, je vais être un leader et non un chef. Donc, si je parle de moi, c'est parce qu'il faut une impulsion. Nos entreprises, nos directions, nos ministères, voire même l'État souffre d'une impulsion, d'une dynamique au niveau supérieur. C'est vrai que c'est un ensemble qui développe un pays, mais il faut assurer un leadership pour amorcer un élan de développement dans un pays. Je pense que cela est extrêmement important, parce que quoi que les acteurs à la base veulent, si un leadership garant n'est pas là, il sera difficile d'amorcer un élan de développement durable. Cela est extrêmement important, même au sein d'une famille. Quand le père de famille a des difficultés, c'est différent que ça marche. C'est vrai que les autres peuvent l'amener. Au moins, quand il les écoute, il pourra avoir beaucoup plus d'idées. Mais si il est difficile pour lui d'écouter, d'agir, moi je pense qu'il sera très compliqué qu'on puisse aboutir à un développement au sein de la famille. En plus forte raison dans un État. Pourquoi le sigle UGP? Union pour la gouvernance participative, c'est montrer une fois de plus que nous sommes un parti démocratique où tout le monde participe à la prise de décision. C'est pour cela? Oui. Mais vous venez de trouver que le terrain politique est déjà pris d'assaut par plusieurs formations politiques. Est-ce que vous avez une chance de grandir, de prospérer? Non, vous savez, notre stratégie aujourd'hui, obligatoirement, nous donnera une grande place au sein de cette classe politique guinéenne. Parce que si nous voulons réaliser réellement nos ambitions de faire de la Guinée un pays de paix, un pays de développement, nous pensons qu'on a notre place aujourd'hui. Parce que vous avez dit que notre démarche aujourd'hui, c'est de partir d'abord des bases solides de notre parti avant de parler de l'actualité sociopolitique qui prédomine. Tout à fait. Donc si nous restons dans la dynamique de notre parti, parce que votre question m'amène un peu à parler de la réalité. Allez-y, allez-y. Donc aujourd'hui, nous avons notre place. Nous avons une jeunesse qui a besoin de leadership. Le terrain politique est crispé. Le terrain politique est crispé. Il est grippé, hein, il est grippé. Il est vraiment grippé. Il a besoin de personnes
des hommes et des femmes capables de les éclairer, et surtout au niveau de la jeunesse. On a besoin d'un renouveau dans ce pays. On a besoin de préserver la paix avec la jeunesse dans ce pays. Parce que nous sentons que la jeunesse manque de leadership. C'est ce qui fait que la jeunesse se fait instrumentaliser. D'accord. Vous l'avez dit, votre parti, c'est l'Union pour la gouvernance participative. Votre combat, c'est comment aujourd'hui obtenir vraiment une véritable paix et comment promouvoir le développement du pays. Comment vous pensez que cela puisse être possible aujourd'hui lorsque le paysage politique guinéen aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, est bipolarisé avec une coloration carrément ethnique? Bon, je dirais que ce ne sont que des considérations de faiblesse. Moi, je dirais qu'il n'y a pas une coloration ethnique au sein de partis politiques. Bon, vous croyez? Je le crois. Peut-être que les analyses, parce que si vous entendez les intervenants, vous sentez que oui, ils interviennent par rapport à une coloration ethnique. Mais moi, je dirais que c'est du fait qu'il y a une faible intervention qui font croire aux médias et au public, à l'auditoire, qu'il y a une coloration ethnique. En tout cas, au sein de l'IGP, ce n'est pas le cas. Nous sommes un parti ouvert à toute la Guinée. Nous avons toutes les sensibilités ethniques au sein du parti. Nous avons tous les jeunes de tous les bords. Nous n'avons aucune considération ethnique au sein du parti. Vous existez depuis janvier. Quel est aujourd'hui votre niveau d'implantation dans le pays, sur le territoire national? Nous travaillons activement, nous tenons régulièrement nos réunions hebdomadaires, nous travaillons activement, nous fonctionnons actuellement sous commission, parce que c'est un jeune parti. Nous avons décidé de ne pas se précipiter à meubler le bureau politique national. Pour l'optique décembre 2016, nous fonctionnons sous commission. Nous avons 5 commissions, une commission de direction, une commission d'implantation et de mobilisation sociale, une commission gestion de projet, une commission école du parti, et une commission de communication. Et je voudrais préciser une chose. Peut-être que vous connaissez les partis politiques en Guinée aujourd'hui. Vous les connaissez profondément parce que vous participez à leurs activités constantes. Et regardons un peu notre constitution en son article 3, le rôle des partis politiques. Un parti politique doit participer à l'éducation politique des citoyens. Et au-delà de ça, préserver la paix. C'est une obligation constitutionnelle. En Guinée, il ne faut pas se voiler. C'est le GPT de Dr Ibrahima Kassouri. Souvent, il y a l'université d'été des jeunes du parti. Voilà. Il y a le BL aussi. Oui, le BL, le bloc libéral. Bon, moi, je ne connaissais pas. Mais c'est une nouveauté d'avoir une commission école du parti. Parce que pour nous, il faut assurer une formation des militants. Sous la connaissance du parti, sous la connaissance de la Constitution, sous les droits et devoirs d'un citoyen. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes victimes de cela. Nous assistons à des scènes qui sont vraiment déplorables dans ce pays. Des affrontements inutiles. Parce que tout simplement, les militants ne sont pas éduqués. Qu'est-ce qui se passe dans les partis politiques? On se retrouve le samedi, il y a un camp qui dit oui, on ne travaille pas parce que les autres nous empêchent. Il y a un camp qui dit non, les autres nous empêchent de manifester, il faut qu'ils quittent, c'est nous qui pouvons faire l'affaire. Mais écoutez, si nous continuons, et chaque fois que il y a un camp qui monte, il y a un autre camp qui est contre. Est-ce qu'on va continuer à se perpétuer un recommencement dans notre pays? Nous avons tous assisté en 2008, vers décembre 2008, excusez-moi du terme, beaucoup de Guinéens dans leur majorité voulaient vraiment la fin de règne de Conté. Il y a d'autres qui voulaient vraiment que Conté quitte, pensant que oui, le lendemain de la mort de Conté, c'est la libération. Mais aujourd'hui, on donne peut-être raison au régime de Conté parce qu'on se voit plus divisé alors qu'on était ensemble. Combattre Conté avant, on se voit plus divisé qu'au moment de Conté. On est allé jusqu'à dire même qu'on ne veut plus de Conté. Quand on a dit d'abord Conté peut rester en 2006-2007, Conté, c'était pas Conté lui, mais c'était son entourage. Tout son entourage, c'était ses ministres, ses premiers ministres. On ne veut plus de celui d'un ancien commis de l'État. Ensuite, c'est l'ancien anciens commis qui se recyclent en leader politique. Qui est parti. Aujourd'hui, ce sont ces anciens commis qui se recyclent en politique et qui sont soit dans l'opposition, soit dans la mouvance présidentielle. Vous savez, tout cela ne cause pas de problème. Est-ce que ce n'est pas la notion du cercle vicieux? À mon avis, ça ne pose pas de problème qu'un ancien Premier ministre soit candidat, qu'un ancien président soit candidat. Non, c'est vous qui l'avez parlé 2006-2007. Oui, je parlais des Guinéens. Les Guinéens pensent que, ils pensaient en 2008 qu'il fallait
que Lansana Conté quitte, et il a quitté en 2008. La mort l'a pris. Mais où nous sommes aujourd'hui? Nous sommes en 2016. 8 ans après, qu'est-ce que nous avons fait? Depuis 8 ans, nous retournons encore à une case de départ. Est-ce que nous allons continuer à se perpétuer recommencement dans notre pays? C'est pas avantageux. Case de départ, case de départ dans quel sens? Case de départ dans le cas du développement de ce pays. Vous avez parlé de division aussi. De division dans alors que tout à l'heure, vous avez rejeté qu'il n'y a pas de coloration politique, il y a de coloration ethnique. C'est pas la coloration parce que quand on parle de division à ce niveau, on ne peut pas écarter quand même. C'est les camps politiques qui sont divisés, mais pas les ethnies. Mon frère, mais qui n'ont pas forcément besoin d'être unis quand même. Nous sommes tous dans les quartiers, nous vivons dans les quartiers, nous vivons dans les communes. Nous savons qu'à la base, les citoyens vivent dans une parfaite cohésion sociale. Ça, c'est indiscutable. C'est les politiques qui instrumentalisent. C'est les politiques qui instrumentalisent. C'est les politiques qui enveniment. Non, sinon, il n'y a aucun problème entre les concitoyens. Ils vivent en parfait accord. Moi, j'ai de pleins amis. La plupart de mes amis, mes meilleurs amis, c'est des Malinqués. Est-ce que vous comprenez? Mais on ne parle même pas d'ethnie. On n'a pas le temps de parler d'ethnie. On a des amis Soussou. Moi, je suis né à Conakry, j'ai grandi à Fria. Je vais au Fouta pour les vacances et autres, mais pratiquement, je suis guinéen, je me réclame guinéen. Je n'ai pas cette considération. Voilà une autre raison qui fait qu'avec l'IGP, nous pourrons vite grandir et gagner du terrain. L'invité, mesdames et messieurs, ici, dans ce studio et sur ce plateau, Ibrahima Mbari, président de l'UGP, l'Union pour la gouvernance participative. Mais le constat révèle aussi que les jeunes, quand ils échouent ici et là, ils se lancent en politique juste pour que ça devienne un tremplin pour eux, afin de gravir les échelons de la hiérarchie sociale. Est-ce que ce n'est pas votre cas? Juste sortir, faire du tape à l'œil et attirer l'attention sur vous pour être coopté quelque part? Je pense que ce n'est pas le cas. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est souvent le cas? Je n'ai pas à commenter là-dessus. Vous savez, ça dépend de la conviction personnelle. Nous avons vu et nous connaissons beaucoup de réalités dans ce pays. Mais je dirais que pour ceux qui me connaissent, parce que ne te soutiendra que ceux qui te connaissent et ceux qui cherchent à te connaître. Je pense que ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas de cette nature. Je ne suis pas un opportuniste et je ne le serai pas. Je pense que les membres de l'IGP ne sont pas des opportunistes. C'est pourquoi nous sommes un parti qui pourra grandir et pouvoir développer ce pays. Vous êtes un parti qui pourra grandir et développer ce pays. Vous avez parlé des sous-commissions qui existent aujourd'hui au sein de votre parti. Voilà, si tu permets, parmi ces commissions, vous n'avez pas parlé, avec ton autorisation, la commission finance. Alors que l'argent, c'est la clé de voûte, hein, surtout pour les partis politiques. Bon, vous savez, chez nous, nous avons, au sein de la commission de direction, c'est la commission de coordination de l'ensemble des activités des commissions. Donc la commission finance, en fait, le volet finance est intégré au niveau de la commission direction de parti. Vous savez, chaque commission... Pourtant, c'est important. Chaque commission doit travailler. Aujourd'hui, on a besoin de s'implanter. On a besoin d'éduquer nos militants au fur et à mesure que nous nous implantons. Parce que cela est extrêmement important. Parce que le jour où tu vas atteindre un certain nombre de militants, lorsque l'éducation n'est pas suivie, le contrôle devient compliqué. C'est ce que nous assistons en scénario constant de tous les jours au niveau de formation politique. Effectivement, ma question arrivait justement au niveau des actions ou des actes concrètement posés sur le terrain par ces différentes sous-commissions aujourd'hui. On va aller avec la commission implantation. Où et où cette commission a-t-elle implanté votre parti? Ou à sillonner? Non, nous sommes en train de nous mobiliser. Nous sommes dans beaucoup de quartiers. Je ne suis pas chargé de vous donner la liste des quartiers, mais ce qui est là, parce que c'est une stratégie interne, nous nous implantons et à l'intérieur du pays aussi, nous avons un offensif et bientôt nous allons commencer un offensif à l'extérieur. Ce qui compte aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de vendre le parti à l'ensemble du peuple de Guinée, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Nous sommes en train de montrer au peuple de Guinée que nous avons une formation politique où chacun peut se retrouver à travers l'idéologie du parti, à travers les objectifs que nous avons, à travers le but que nous défendons, à travers notre devise.
Parce que le Guinéen, il faut le reconnaître, est paresseux et ne veut pas travailler. Et c'est par le travail que nous pouvons aboutir. Tout ce qui nous met en Le travail, c'est la clé de l'indépendance. C'est la clé de l'indépendance. Nous avons assisté, c'est une dynamique. Lorsque vous entendez un problème de grève dans nos universités, c'est un problème de pécule dans les universités publiques. Vous n'entendez jamais de grève parce qu'il y a un niveau de formation bas. Pour rejeter les mauvais profs. Tout le monde observe et tout le monde se sentira coupable du système éducatif guinéen. Parce que nous connaissons aujourd'hui que nous sommes rentrés dans un système LMD et les conséquences sont visibles par rapport à l'ancien système. Mais personne ne parle de ça. Parce que c'est du travail qui est là-bas. Partout où il y a du travail, le Guinéen ne parle pas. Mais quand il est question de faire du moyen politique parler du pour avoir de l'argent aujourd'hui, il faut revoir les curricula, il faut revoir les programmes, il faut revoir la formation des formateurs. Tout cela, ça entraîne le travail. Et votre autre commission, sous-commission, c'est bien la commission éducation du parti, école du parti, n'est-ce pas? Comment vous travaillez dans cette école du parti? Actuellement, la commission école du parti est en train de travailler sur des modules de formation, non seulement sur la connaissance du parti, sur le marketing politique, parce que c'est extrêmement important. Il faut rester dans une dynamique de marketing politique pour pouvoir convaincre, mais aussi sur des micro-projets, parce que nous avons des initiatives au sein de notre parti, celui de créer de l'emploi avant d'avoir le pouvoir. En quoi faisant? C'est que nos militants qui ne sont pas employés, c'est-à-dire qu'ils sont désœuvrés, quel que soit leur niveau de formation, nous leur assurons une formation de qualité spécifique à un métier et nous les accompagnons en matière de financement sur un projet à travers la commission gestion de projet. Est-ce que vous avez vraiment les moyens de vos politiques aujourd'hui? Nous nous donnons les moyens de notre politique. Et en quoi faisant? Parce que nous sommes tous engagés. Nous avons tous des ressources personnelles à chacun d'entre nous que nous réunissons pour la cause du parti. Et nous cherchons aussi des partenaires techniques et financiers pour pouvoir nous appuyer dans nos projets. Parce que ce qui compte, c'est que ces partenaires soient crédibles aussi. Soient crédibles. Ce qui compte dans notre pays, chaque jour qui passe est un jour perdu pour la Guinée. Il faut qu'on sorte un peu du débat politico-politicien. Il faut qu'on rentre dans la dynamique du développement. Et ça, chacun d'entre nous, et vous, et nous, et ceux qui sont en train aujourd'hui de nous diriger, doivent participer au développement de ce pays. Ça, c'est un devoir civique. Quelques grandes lignes de votre projet de société, le programme autour duquel l'UGDD et l'UGP bâtit sa stratégie pour développer notre pays. Ok, donc nos grandes lignes, si vous prenez par exemple notre ambition, comme je le disais tantôt, c'est de conquérir et exercer le pouvoir politique par la voie démocratique. Ça, c'est une logique en matière de parti politique. Mais si vous prenez sur le plan économique, nous ambitionnons un redressement économique qui est censé d'amorcer un élan de croissance dans notre pays. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une économie qui est fragilisée. Il faut que l'économie se stabilise et qu'il amorce un élan de croissance. Ça, c'est notre objectif sur le plan économique. Sur le plan social, nous avons besoin aujourd'hui d'une intégrité morale au sein de notre société, parce que nous commençons à perdre les valeurs morales de notre République. Et cela est extrêmement dangereux pour le tissu social de la Guinée. Nous sommes pour le renforcement. On l'a vu pendant l'entre-deux tours en 2010. Oui. On n'a pas pu trouver l'oiseau rare en Guinée. Il a fallu qu'un Malien chapeaute la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Parce que tout simplement, nous perdons nos valeurs morales. On ne se croit pas entre nous. Pourtant, il y a des personnes auxquelles on peut confier ce genre de métier, ce genre de problème en Guinée. Nous avons des valeurs morales qu'il faut essayer de revaloriser, de ressortir, de maintenir. Est-ce que vous comprenez? C'est extrêmement important. La Guinée vient de loin. Mais il faudrait que nous faisons une rétrospective pour voir un peu notre passé. Qu'est-ce que nous étions dans l'échiquier mondial, voire africain? Quel est le combat que nous avons mené pour la libération d'autres pays? Si aujourd'hui nous ne nous entendons pas entre nous, c'est difficile de le croire. J'écoutais, comme beaucoup d'autres,
avant-hier le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara qui disait qu'il faut aujourd'hui procéder à la création d'un Sénat parce que il y a des hommes et des femmes qui ont servi ce pays, dont l'expérience peut aujourd'hui aider dans l'émergence, dans le développement du pays. Pendant ce temps, nous, chez nous, nos anciens ministres, nos anciens directeurs, nos anciennes grandes personnalités sont classés dans l'oubliette, ou quand ils sortent, c'est juste dire qu'on les qualifie de personnes qui ont pillé le pays, qui ont agenouillé l'économie du pays. On a vu avec le dialogue politique et le dialogue politique dans le pays, où il y a eu des facilitateurs, un certain Salifou Silla et Aboubacar Samparé, dont les apports n'ont rien donné dans les accords qui ont été signés dans ces dialogues. Il a fallu l'arrivée de Saïdi Djinit. Vous savez, le problème du Guinéen, c'est quoi? Nous anticipons. Nous savons anticiper dans le cadre d'appréciation sur la personne physique des gens. Nous n'avons jamais anticipé dans le cadre de prévention des risques, dans la prévention des conflits, ni dans le cadre de la gestion. On ne sait pas faire de prévisions dans ce sens. Mais on sait prévenir sur une personne. Tout de suite, on peut apporter un jugement sur M. Camara. On dit oui, M. Camara, il milite pour tel. Ah oui, il milite pour tel, et puis M. Condé, il est pour M. Seloudalé. Vous voyez, c'est extrêmement dangereux dans notre pays. Mettons les gens en œuvre sans aucune appréciation, sans aucun positionnement. Sans aucun préjugé. Sans aucun préjugé. Lorsque nous prenons position, on a déjà un jugement. On est d'accord? Là, la position est un jugement. Donc on force la donne. Il faut qu'on l'évite. C'est des valeurs morales à respecter. Moi, le premier imam, je l'ai connu, il n'était pas imam. Il était maître d'école. Il était molim. Je l'ai connu, il ne pensait pas en ce temps parce qu'il ne savait pas son destin. Il ne savait pas qu'il allait être le premier imam. Mais c'est un homme que j'ai toujours respecté, Amakia Touré. Nous étions à la carrière, il était voisin direct à mon grand frère. À cause de sa probité morale, j'ai toujours eu du respect pour lui. L'archevêque, tout le monde le voit, en œuvre. Moi, je pense que nous avons des valeurs morales à défendre, à respecter. Dans ce pays, si on ne se respecte pas, si on ne se considère pas, si chacun pense que c'est l'autre qui l'empêche de bien vivre, on ne pourra pas se développer. Il faut qu'on se donne la main pour pouvoir développer. C'est un paradoxe. Mais il n'a rien dit au plan politique. Qu'est-ce que vous allez faire pour faire asseoir vraiment une conviction afin que le pays puisse bouger? Vous avez parlé au plan culturel, il faut revaloriser notre passé, il faut donner de la qualité à nos hommes, il faut les transformer en de véritables citoyens. Et au plan politique? Sur le plan politique, je l'ai dit, nous sommes pour un débat politique. Un débat politique de conscientisation, un débat politique sur la base d'apaisement. Oui, mais il y a la prise de décision aussi, ça c'est purement, ça relève de politique. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, en matière de décision, c'est la gestion. Il faudrait qu'une gestion saine et transparente de la chose publique. C'est extrêmement important. Et aussi, en matière de gouvernance, il faut promouvoir une gouvernance participative des affaires publiques. C'est extrêmement important. C'est facile de le dire, hein, puisqu'on n'est pas en fonction. Oui, on n'est pas en fonction, mais nous sommes habitués, parce que nous sommes habitués, nous sommes des dirigeants d'entreprises, nous savons comment diriger nos entreprises, nous saurons aussi comment diriger ce que nous pourrons être. L'entreprise, M. Barry, est différente de l'État. Hein? C'est différent de l'État. Mais vous savez, tout s'apprend. Tout s'apprend. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de diriger une famille, qui n'a pas l'habitude de diriger une entreprise, il lui sera difficile de diriger une mairie, il lui sera un peu compliqué de diriger un pays. D'accord. Je pense que c'est une dynamique d'apprentissage. La politique, on l'apprend. La politique est une conviction. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Se fait dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Tout se fait dans les règles de l'art. Puisque nous sommes en train d'avancer vers le temps des auditeurs, on va à présent parler des autres partis politiques qui existent aujourd'hui. Quels sont vos rapports? Présentement, parce qu'on a l'opposition républicaine, la mouvance, le RPG Arc-en-Ciel. Vous savez, dès au départ, à notre première réunion, nous avons décidé de rester dans notre dynamique. Pour le moment, nous ne sommes ni de l'opposition républicaine, ni de la mouvance. Parce qu'il y a de ces choses qui se passent, nous sommes tenus obligés d'observer,
d'analyser avant de se lancer. Notamment. Nous ne partageons pas certains avis. Comme par exemple, aujourd'hui, nous ne sommes pas pour des manifestations. Vu le climat social fragile dans notre pays, on a besoin de préserver. Un seul bijou qui nous reste, c'est la paix. On a besoin de le préserver pour espérer, dans ce peu de temps, de relancer notre économie. Vous savez, la Guinée est un pays, c'est l'un des tout premiers pays indépendants en Afrique. Mais nous sommes une jeune démocratie. La démocratie... En Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Voilà, il faut préciser. Nous sommes une jeune démocratie. Une jeune démocratie, on ne peut pas, c'est comme un bébé. On ne peut pas naître et être parfait. Être on déjà se forge. Utile, On est d'accord. Forgeons notre jeune démocratie vers une parfaite démocratie. C'est ce que nous devons faire. Mais lorsqu'il n'y a pas la paix, lorsqu'il y a la fragilité de la paix, rien ne pourra se discuter, rien ne pourra se réaliser en matière de développement. C'est pourquoi, dès au départ, vu la fragilité du tissu social, parce qu'il faut reconnaître, le tissu social est fragile. Les communicateurs, les leaders d'opinion qui communiquent, certains font des dérapages qui sont extrêmement dangereux pour la nation. Il faut les éviter. Quand on est leader politique, il faut savoir ce qu'on dit en milieu public, ce qu'on dit en milieu d'affaires, ce qu'on dit en milieu restreint. C'est extrêmement important. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que vous ne souscrivez pas à des manifestations parce que le tissu social aujourd'hui ou le climat social ne s'y prête, est fragile, ne s'y prête pas. Est-ce que lorsque vous analysez aussi les points de revendication, par exemple, de cette opposition qui compte marcher le 10 août prochain si le président Alpha Condé est bien sûr au pays, est-ce que vous êtes intéressé à leurs points de revendication pour au moins faire un équilibre, dire qu'ils ont raison de marcher ou ils n'ont pas raison de marcher? Vous savez, l'acte de marcher ne justifie pas la raison. La raison peut être là et qu'on refuse de marcher. J'ai suivi tout de suite M. Abakar Silla. Quand on dit on veut marcher pour l'amélioration des conditions de vie du concitoyen, je suis engagé. Je suis engagé pour la marche, mais je ne suis pas pour la marche maintenant. C'est une question de temps, vous comprenez? Vu la fragilité, vu le tissu social, vu la conjoncture actuelle, je ne suis pas pour une marche parce que ce n'est pas ça la solution. Nous venons d'avoir un nouveau Premier ministre. Je pense que il est Mamadi Youla. Il est de sa prérogative d'être un coordinateur, un acteur principal du dialogue social et politique. Un promoteur. On est d'accord. Voire même un décideur du dialogue social et politique de la République de Guinée. On est d'accord. Aujourd'hui, on a besoin de se réunir autour de lui, de créer une plateforme, que ce soit lui ou qu'il le décentralise au niveau du ministre de l'administration du territoire, mais que les conclusions qui seront issues de ce dialogue-là soient respectées, parce que c'est ça aussi le problème. Moi, je suis d'accord quand on parle de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Ça vous intéresse, M. Camara? Ça intéresse M. Condé? Ça intéresse M. Barry? Ça intéresse tous les membres de l'Union pour la gouvernance participative parce que nous vivons en Guinée. S'il y a de l'eau en Guinée, c'est tout le monde qui en bénéficie. Comme il y a l'électricité aujourd'hui, tout le monde en bénéficie. S'il y aura des bonnes routes, nous avons pris combien de temps pour arriver en ville? Parce qu'il y a des routes défectueuses. Il y a des bouchons partout. Parce que tout simplement, tout le monde est intéressé pour le bien-être. Mais il faudrait que nous soyons logiques dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, la fragilité du tissu social, le débat politique, la façon dont il se mène par les leaders de ces deux camps politiques ne nous encourage pas pour qu'il y ait des manifestations. Oui, cela ne vous encourage pas, mais de l'autre côté également, quand on écoute cette opposition républicaine, elle estime, ou les leaders estiment que le peuple de Guinée est en train de payer aujourd'hui la facture de la gabegie financière, de la malgouvernance du régime du président Alpha Condé, et tout cela... Surtout la facture du Koukao. Du Koukao, 2015. Oui, bon, moi je pense que c'est ce qu'on disait. Nous savons anticiper sur les gens, mais on ne sait pas anticiper sur la gestion. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas tout le temps jouer au sapeur-pompier. Ce qui est déjà fait est déjà fait. Est-ce qu'il faut continuer
à parler de ça et continuer à attendre à partir d'une manifestation à une autre, empêcher les gens de sortir, les gens qui vivent du jour au jour. Et réveillez-vous à 5 h du matin, vous trouverez toutes les braves femmes de Guinée debout, sont en train de chercher le quotidien. Ouais. Si nous faisons des manifestations... Ouais, mais le samedi dernier même, au niveau de Bonfils, un véhicule a fauché une dame qui sortait pour aller à 5 h ou 6 h manger pour ses enfants. Amusez-vous de sortir à 5 h, vous ne verrez pas les hommes sur les rues de Conakry. Pas du tout. Vous ne verrez que les femmes. Ces braves femmes vendent jusqu'à 14 h. C'est quand ils vont avoir le revenu de leur vente qu'elles vont acheter, le manger et aller préparer la nourriture de leur famille. Pendant ce temps, monsieur est au café. Monsieur est au café où il est en train de jouer au damier. Et il est en train de parler de la politique. Et si lui, il intervient par hasard, tu sauras tout de suite sa position. Et quand tu lui demandes l'objectif du parti qu'il soutient, il ne pourra pas te le dire. C'est grave. Voilà le problème. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait qui connaissent la devise de leur parti. Que nous comprenions que chacun est responsable de ce qui se passe dans ce pays. Et chacun doit pouvoir assumer sa responsabilité. Il faut avoir le sens des choses. Moi, je ne soutiens ni la mouvance, ni l'opposition. Pourtant, votre commentaire est très proche de l'élan de la mouvance. Non. Allez-y. Mon commentaire n'est pas proche de l'élan de la mouvance. C'est votre élan à vous. Il faudrait être logique. Tout ce qui se passe en Guinée est visible. Je ne partage pas le mode de gouvernance du procès. Actuellement, je ne suis pas d'avis sur certains aspects. Mais il ne faudrait pas aussi voir la gouvernance d'Alpha Condé noire sur toute la ligne. Il y a des acquis, il y a des insuffisances, il y a des choses qui manquent. Aujourd'hui, la mondialisation a fait que le peuple tienne de rigueur ses dirigeants. Je pense que nos dirigeants doivent le comprendre à sa juste valeur. On ne peut plus continuer à cacher le soleil avec la paume de sa main. Un compte à rendre. C'est eux qui ont un bilan à défendre. Je pense que ça va dans l'intérêt de tous les Guinéens, surtout ceux qui sont dirigeants aujourd'hui, d'accepter qu'il y ait un dialogue franc et des conclusions respectées pour que nous puissions, à leur temps, développer ce pays, parce qu'il ne reste que 4 ans pour le procès. Et parlons, intéressons-nous à l'organisation de ces élections locales. Est-ce que c'est vrai, hein, c'est un jeune parti, mais l'UGP a des ambitions pour les prochaines consultations électorales. Parce que vous avez parlé des conquêtes du pouvoir. Tout à fait, tout à fait. Nous avons des ambitions. Nous sommes en train de travailler dans ce sens parce que nous pensons que la première preuve, cette opportunité qui nous est offerte, celle des élections locales, communales et communautaires, est une opportunité pour s'affirmer, se confirmer, des élections de proximité, mais aussi des élections, pour moi, les plus importantes. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a besoin d'une dynamique à la base. On a besoin de moderniser le mode de gestion de nos collectivités locales. Il suffit de partir dans un quartier pour voir comment le quartier est géré. Le chef de quartier ne se sent pas coupable. Il ne fait même pas la promotion pour la création d'une PME pour le ramassage d'ordures. Pourtant, il peut faire la promotion. Il peut sillonner dans son quartier, voir ceux qui ont de l'argent, les encourager à financer et qu'ils soient garants pour le remboursement, afin qu'ils puissent... Il faut bien qu'il soit l'émanation de ce qu'il soit l'émanation, qu'il soit élu du peuple. Ça, c'est extrêmement important. C'est pourquoi moi je dis que tous nos élus actuels ne peuvent pas travailler parce qu'ils ne sont pas l'émanation du peuple. Ça, ils se disent qu'ils n'ont pas un compte à rendre à la population de leur circonscription. Vous comprenez? C'est comme ça aussi les délégations communales. C'est quelque chose que moi, personnellement, et nous, à l'IGP, on n'avait pas apprécié. Valait mieux laisser un maire qui a dépassé son mandat qu'un maire illégitime, constitutionnellement. Parce qu'on était sûr qu'on ne pouvait pas, dans le délai requis, organiser des élections. Aujourd'hui, ces délégations communales, ces délégations spéciales qui sont là dans les communes, qu'est-ce qu'elles ont fait depuis qu'elles sont mises à la tête de ces communes? Moi, je dirais pas grand chose. C'est pas grande chose. Peut-être assurer une coordination dans la gestion du personnel de la commune, mais pas une action concrète. Il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, on a besoin des élus au niveau de nos communes capables d'amorcer, des raisons pour l'opposition de descendre dans les rues, exiger, monsieur Condé, excusez-moi d'aller jusqu'au bout de l'idée, exiger ne veut pas dire anticiper. N'anticipons pas des élections. Nous avons connu beaucoup de choses dans ce pays. Mais les gens, on dirait que les gens oublient vite. Nous avons été tellement pressés pour aller aux élections présidentielles de 2010 qu'au lendemain des élections, on a dit qu'on ne reconnaît pas les résultats. On était tellement pressés d'aller aux législatives
qu'au lendemain des législatives, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord pour les résultats des législatives. Oui ou non? Nous avons connu tout cela. Aujourd'hui, on a besoin en 2015 également de mettre un cadre parfait d'organisation des élections communales et communautaires. De par d'abord la cartographie électorale. C'est extrêmement important. Regardez aujourd'hui nos quartiers. Prenez les ménages dans les différents quartiers. Vous verrez un dysfonctionnement, un désaccord entre le nombre de quartiers et les ménages qui s'y trouvent. Il y a parfois des quartiers qui peuvent regrouper plus de 200 et quelques mille ménages. Il y a d'autres qui n'ont que 40 et quelques mille ménages. Ça, c'est un mauvais découpage. C'est difficile de gérer. Est-ce que vous comprenez? Il faut tenir compte d'un ensemble de choses pour la gestion des élections communales. Notre code de collectivité locale est dépassé. On doit apprendre à réactualiser nos documents, nos documents réglementaires et les réadapter en fonction des réalités. C'est extrêmement important. Parce que si nous organisons des élections, c'est vrai, on aura des maires. Mais les maires doivent travailler sur la base d'une réglementation. Oui. Aujourd'hui, c'était plus bon qu'on trouve un cadre de discussion pour qu'on ait un fondement électoral. Oui, mais c'est pourquoi l'opposition républicaine exige le dialogue. Et s'il ne s'ouvre pas, ou il s'ouvre tardif? Moi, je pense qu'il y a plusieurs manières d'amener le pouvoir à accepter le dialogue sans qu'il n'y ait des manifestations en ce moment. Cette opposition est représentée à l'Assemblée nationale. Et si les débats ne prospèrent pas? Si les débats ne prospèrent pas, est-ce que le citoyen lambda est témoin que le débat ne prospère pas à l'Assemblée? Nous n'avons même pas de députés capables de nous rendre compte. Est-ce qu'on a un compte rendu de nos députés dans nos différentes radios de ce qui se passe réellement tous les jours à l'Assemblée nationale? Il y a une radio maintenant parlementaire. Oui, une radio parlementaire, mais est-ce que cette radio parlementaire fait le débat actuellement par rapport au fonctionnement de l'Assemblée nationale? Moi, je ne suis pas au courant. Est-ce que les députés qui sont à l'Assemblée nationale ont boudé l'Assemblée nationale parce qu'il n'y a pas eu un cadre de dialogue au sein de l'Assemblée nationale? Ils l'ont fait plusieurs fois. Est-ce qu'ils ont refusé les avantages individuels qu'ils obtiennent de l'Assemblée nationale parce que tout simplement les Guinéens ne sont pas satisfaits? Il faut qu'on soit logique. Soyons un peu logiques. Soyons logiques. Il y a eu des gens qui ont participé à des accords politiques en République de Guinée. Oui ou non? Des Guinéens et des Africains. Est-ce que ces personnes-là ont été saisies de façon officielle pour dire oui, le président actuel, que vous avez participé à l'élection, parce que tout simplement vous avez facilité l'organisation des élections par travers un cadre consensuel, et que ce pouvoir n'arrive pas à respecter les accords de ce cadre consensuel, venez nous aider. Est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'on se retournait au niveau de nos sages du Fouta, du Manding, de la Basse-Côte, de la forêt, allez les voir pour leur dire, venez, à travers leur coordination respective. Venez, levez-vous parce qu'on est fatigué, venez, on ne veut pas qu'il y ait plus de morts. Moi, je déplore à chaque fois qu'il y a de grève, il y ait un mort, c'est une perte de plus pour la République. Cette question, il faut qu'on vous la pose également avant de sortir, sinon on sera sorti sans pratiquement parler de grand-chose. L'autre pomme de discorde, c'est bien la CENI. Vous, aujourd'hui, un jeune parti politique, quel tableau vous pouvez présenter des activités de la CENI? Quelle appréciation vous portez sur cette CENI aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante? Moi, je dirais que la Commission électorale indépendante fonctionne à très petits pas. Je ne sais pas, le blocus, mais d'aucuns diraient que peut-être ils n'ont pas les ressources nécessaires pour mener leur politique, ressources financières nécessaires pour pouvoir exercer leurs activités. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que la CENI prenne ses responsabilités. Parce que quelque part, le Guinéen, c'est dans sa dynamique. La dynamique du Guinéen, c'est la passivité. Il faut qu'on soit actif. Il faut qu'on soit actif. Qu'est-ce que je voudrais dire? Quand on pense qu'en tant qu'institution, on a un blocus par rapport à l'exécutif, il faut hausser le ton. Mais si on se met de façon passive, on cautionne. On est d'accord? Donc il faudrait éviter cela. Donc moi je pense que si la CENI n'a pas un blocus, c'est que la CENI ne fonctionne pas. Et je crois qu'on est au terme de cette émission. Vous avez suivi les différents appels, il n'y a pas eu de questions à proprement parler, sauf qu'on estime que
Tout parti qui n'a pas de position claire est un parti démagogue. Non, moi je pense que l'air n'est pas... Et le fait de demander un moratoire à l'opposition, c'est démagogique aussi. Non, c'est pas démagogique. Bon, je suis désolé. Bon, Monsieur Diallo, peut-être qu'il ne comprend pas très bien. J'ai bien précisé que nous ne sommes pas de l'opposition républicaine. Oui. Et nous ne sommes pas aussi de la mouvance en engage que nous. Nous sommes une formation politique qui a sa conviction, qui a ses idéaux à défendre. Nous sommes assez responsables de savoir où nous mettre, avec qui nous mettre. Je pense que c'est pas à lui de donner une appréciation. Aussi, je voudrais... Aujourd'hui, on pense qu'il faut être de l'opposition républicaine pour être vraiment de l'opposition. Pas du tout, je dirais non. Moi, je pense que c'est une conviction qu'on a en créant une formation politique. Au sein de l'IGP, nous avons une conviction, nous avons de l'idéologie, nous avons des objectifs à défendre. Nous restons dans cette dynamique de défense de nos objectifs, de défense de notre idéologie. Donc nous restons et nous demeurons dans nos positions. Aussi, je voudrais attirer l'attention de l'ensemble de l'auditoire, pas seulement de cet intervenant, qu'on ne fasse pas l'atteinte à nos valeurs morales. Je pense que c'est tout à fait normal qu'un religieux demande l'apaisement jusqu'au retour des pèlerins. C'est tout à fait normal. C'est un symbole moral. Ouais. Nos pèlerins, ils sont partis au nom de Dieu. Après plus Je de pense que c'est un non-événement. Il faudrait que les gens fassent attention. Je le disais au début, à l'entame de notre émission, il faut que nous donnions de valeur à notre République. La République, c'est l'ensemble des gouvernants et des gouvernés. Ouais. Nous avons des valeurs morales à défendre. Nous avons des personnes à respecter. Nous sommes, peut-être nous oublions, dans les autres pays, on n'ose pas atteindre à des valeurs morales. Il faut aller au Dakar, au Sénégal, à Dakar, vous ne pourrez pas. Même la politique ne se mêle pas des affaires religieuses. Il faut que nous respections nos valeurs morales parce que la Guinée a besoin de ces valeurs morales pour se rétablir, pour s'entendre, pour vivre ensemble, pour que nous soyons dans une cohésion sociale, pour que ensemble nous nous donnions la main pour un développement dans notre pays. Merci à vous, Monsieur Barry, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que c'est la première fois en tant qu'acteur politique, mais ça ne sera pas la dernière. Tout à fait. Merci beaucoup, je vous remercie, M. Condé. Merci, M. Camara. Merci à vous également, Daouda Mohamed Camara. Merci à l'équipe technique, à côté radio, Abouakarami Bangoura, Kanda Oumar Camara, côté télévision, Alassane Diallo, Jacques Artunamou, Moroumou Camara, Madame Keta Diallo, Kadia Touré. Ici à la présentation, Aboukar Condé. On se reprend demain, même heure, même fréquence, même studio, même plateau, avec certainement un autre invité pour parler toujours de l'actualité sociopolitique ou pour aborder autre sujet dans cette émission. Portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les